Le rhum, on en produit tout autour, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Pour une bonne raison, c'est justement apporter des saveurs différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà en quoi sont différents mes rhums. Ils sont asiatiques. Ils apportent un rêve asiatique. Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Dans la moiteur tropicale, au milieu des volcans de l'île de Java, on peut apercevoir des champs de canne à sucre qui ploient sous le vent. Sur ces terres volcaniques, les cannes profitent de la richesse des sols comme des embruns de la mer toute proche. Cela pourrait paraître étonnant, et pourtant on produit en Indonésie de l'alcool de mélasse depuis plus d'un millénaire. C'est un Français, Sébastien Follop, qui a voulu reprendre ce savoir-faire oublié pour montrer au monde qu'ici, on fait du rhum et qu'on le fait bien. Aujourd'hui, une immersion dans l'univers de Naga, entre l'Indonésie et le royaume de Siam, pour retrouver la recette perdue des rhums asiatiques. Nous avons rendez-vous avec Sébastien Follop, créateur de Naga et passionné par l'Asie du Sud-Est. Réhabiliter les liens entre l'Indonésie et le rhum, c'est un peu sa mission personnelle. Il semblerait, moi j'en suis convaincu, que l'origine du rhum soit en Indonésie et pas du tout dans les Caraïbes, à la Barbade, comme le disent nos amis hollandais. Et tout cela pour une simple et bonne raison, c'est que était installée en Indonésie depuis le début du Moyen-Âge une colonie chinoise importante, que les Chinois ont été les premiers à distiller de l'alcool à peu près au 5e siècle après Jésus-Christ, et que nous on a commencé à distiller de l'alcool 1000 ans plus tard. Et les Chinois, ce sont eux également qui ont découvert le procédé de cristallisation de sucre, c'est-à-dire d'extraction du saccharose du jus de canne à sucre. Et donc ils étaient installés en Indonésie pour faire du commerce, pour faire de l'agriculture. Et ils faisaient notamment du sucre, il y avait des sucreries sur l'île de Java. Et ils faisaient de l'alcool avec un peu tout et n'importe quoi, avec des fruits, avec du riz. Et ils faisaient de l'alcool avec de la mélasse. Donc le rhum est certainement né en Indonésie, bien avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique et surtout n'importe la canne à sucre dans les Caraïbes et en Amérique latine, puisque de la canne à sucre, il n'y en avait pas dans ces pays-là. C'est une des rares plantes qui a fait le voyage de l'Est vers l'Ouest, contrairement à la pomme de terre, au tabac, à la carotte, etc., etc. Et est-ce que justement vous pouvez nous raconter comment les Européens ont découvert ce rhum ? Alors, ils ont découvert ce rhum au moment où les grands navigateurs ont commencé à atteindre ces côtes extrêmes orientales au début du XVIe siècle et qu'ils ont eu la surprise de découvrir qu'il y avait des distilleries. Donc, à l'image de la soie, des épices, du thé, quand les bateaux rentraient chargés de toutes ces denrées extraordinaires vers l'Europe, ils ramenaient en même temps ce rhum qu'on appelle le Batavia Arak. Ça, c'est une terminologie bien propre au rhum indonésien. Et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le Batavia Arak était d'abord un alcool qui était extrêmement prisé, extrêmement qualitatif, qu'on retrouvait dans les punch house de Londres, de Stockholm et même des États-Unis. Il y a d'ailleurs le premier livre de cocktails qui a été écrit par Jerry Thomas, où il y a des recettes de cocktails à base de Batavia Arak, et il était considéré comme un alcool aussi élégant que le French brandy, c'est-à-dire le cognac, et n'en déplaise à nos amis les Anglais, bien plus élégant que les rhums de Jamaïque ou de la Barbade. Alors, ce que l'on peut imaginer, c'est que tout ce qui venait de l'Est était considéré comme extrêmement précieux, extrêmement élégant, hein, les épices, la soie, le thé, la porcelaine, etc. Et que tout ce qui venait des Caraïbes, malheureusement, il y avait la notion d'esclavage, c'était du coton, c'était beaucoup moins premium, on dirait aujourd'hui, et c'était peut-être ça qui a joué en défaveur des rhums de Jamaïque et de Barbade. Mais il y a une très longue tradition des rhums en Indonésie et depuis longtemps. Ouais. Littéralement, Batavia Arak, ça veut dire alcool de Jakarta. Arak, en fait, c'est du sanskrit. La racine est la même que pour le raki que l'on retrouve en Turquie, en Égypte, au Liban, etc., etc. C'est un mot qui veut dire alcool. C'est le deuxième mot le plus utilisé au monde pour dire alcool. Avant
que les grands navigateurs, Magellan, Vasco de Gama, etc., n'atteignent les côtes asiatiques et contournent la péninsule africaine, le cap de Bonne-Espérance, etc., nous, les Européens, on était incapables d'aller commercer avec les pays asiatiques. Et donc, c'était les Perses qui allaient, eux, récupérer toutes ces données fantastiques en Asie, qui les ramenaient donc en Perse. Quand les Perses arrivaient dans les pays d'Asie et qui disaient tiens, je veux ton alcool, je veux ton arak. Et le mot arak est resté présent dans le vocabulaire de nombreux pays. Batavia, c'est le nom de Jakarta. Et Batavia Arak, littéralement, c'est l'alcool de Jakarta. Et lui, il est fait à partir de mélasse, parce que sur l'île de Java, autour de Jakarta, c'est là où il y a toutes les plantations de canne à sucre. Voilà. Et attention, ce qui différencie le Batavia Arak de ses cousins américains ou caraïbéens, c'est notamment son processus de fermentation. Comme je vous l'ai dit, ce sont les Chinois qui ont commencé à distiller de la mélasse en Indonésie. Et les Chinois, ils ont une façon bien particulière de lancer la fermentation. Eux, ils utilisent du riz qu'ils ont fait malter et qu'ils ont fait fermenter. Ils en font des petits pains qu'ils appellent le kyu. Et ces petits pains, donc ils sont pleins de levure finalement, ils les jettent dans la mélasse et c'est ça qui permet de lancer la fermentation. On le retrouve d'ailleurs dans le baijiu chinois, on le retrouve dans le saké japonais, donc c'est une méthode qui est typiquement orientale et c'est en partie cela qui fait la différence entre le Batavia Arak et les autres rhums. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle avec le rhum indonésien, avec le Batavia Arak? Comment est-ce que vous l'avez découvert, etc. Alors, c'est pas le rhum indonésien que j'ai découvert en premier, c'est le rhum de Thaïlande. En fait, donc, je travaillais pour une société qui vendait des spiritueux à l'international. Et en 2009, j'étais à Vinexpo, Hong Kong. Et un soir, on a décidé d'aller manger dans un véritable restaurant chinois. On n'a pas été déçus. Et donc, sur la carte des digestifs, à l'époque, à Hong Kong, en 2009, les whisky n'étaient pas très présents, mais il y avait du cognac. Et d'un seul coup, je vois rhum de Thaïlande. Et moi, ça faisait déjà une douzaine d'années que j'étais dans les spiritueux et dans le rhum en particulier. Et je n'avais jamais entendu parler de rhum asiatique. On a commandé chacun un verre de ce rhum. Et on a trouvé qu'il était absolument délicieux. Et je me suis dit, le jour où je montrais ma marque, puisque j'avais cette idée-là, je ferai en sorte que ça soit un rhum asiatique. 8 ans plus tard, en 2017, la marque Naga était née. Aujourd'hui, Naga, c'est une gamme de différents rhums d'Indonésie et de Thaïlande, tous distillés et vieillis dans leur pays d'origine. C'est ensuite Sébastien Follop qui travaille un vieillissement supplémentaire, en bois de merisier, comme pour le Pearl of Jakarta, en ex-fût de Grand Cru Saint-Émilion, pour le Hangour Édition, ou en ex-fût Pedro Jiménez, pour le Naga Shiny. Récemment, la famille Naga s'est agrandie avec un petit dernier, un Spice Rum. L'année dernière, j'ai lancé un Spice Rum, pour la simple et bonne raison, c'est que l'Indonésie, c'est le plus gros pays producteur et exportateur d'épices dans le monde. Et d'ailleurs, quand on partait, les compagnies néerlandaises ou les compagnies des Indes, quand elles partaient effectivement récupérer les épices, c'était sur les îles Mollusques. Il y a tout un tas d'épices qui sont nées, les clous de girofle par exemple, enfin, il y en a cardamone, etc., qui sont nées en Indonésie. Alors, je l'ai appelé Malacca. Malacca, c'est le nom d'un port, c'est aussi le nom du détroit le plus fréquenté dans le monde, qui est en fait un bras de mer entre la Malaisie, où se situe le port de Malacca, et Sumatra, qui est une des îles d'Indonésie. Et il avait la particularité, ce port de Malacca, d'être celui d'où partaient tous les bateaux vers l'Europe, après avoir chargé toutes les cargaisons d'épices. On utilise du rhum jeune indonésien qui a à peu près 2 ans et on fait macérer du kumquat, qui est, vous savez, ce petit fruit qui a des arômes entre le citron vert et puis l'orange. Du jambu, alors le jambu, on appelle ça la poire indonésienne, dans sa forme, dans son goût, c'est un côté un petit peu plus mentholé, ça vient contrebalancer la sucrosité du kumquat, et puis on a rajouté un peu de cannelle, un peu de citronnelle, mais de manière très très légère. Il y a une forte dominante kumquat avec un fruit qui est très gourmand, et donc ça donne un rhum extrêmement frais, extrêmement plaisant, extrêmement juteux, j'allais dire, à boire, sec, avec des glaçons, et c'est une base cocktail extraordinaire où les bartenders peuvent bien s'amuser avec. Ouais.
tout ce que fait Sébastien Follop avec Naga est ancré profondément dans la culture d'Asie du Sud-Est. C'est aussi pour cela que cette marque s'appelle Naga, comme pour être mise sous la protection de ces dieux si emblématiques de cette partie de l'Asie. Alors les Nagas, c'est un animal mythologique, on l'associe souvent au dragon. On le voit d'ailleurs souvent lors des célébrations du Nouvel An chinois dans les rues de New York ou dans les rues de Paris, cette espèce de grand dragon là, multicolore, éclairé. Alors en fait, c'est pas un dragon tout à fait, puisqu'il est constitué de 37 animaux différents, pattes de chèvre, écailles de serpent, dents de chien, etc. On le retrouve dans l'iconographie bouddhiste, hindouiste, et donc on le retrouve partout en Asie. Le Naga, c'est un des noms qui est donné à cet animal mythologique, à ce dragon. Il en a plusieurs. En fait, ce sont comme des demi-dieux, si vous voulez. Il est protecteur de l'eau, il est protecteur de la terre. Et donc, je trouvais que la protection de la terre, l'eau, qui est quand même une donnée importante aussi dans le rhum, ces deux éléments-là associés l'un à l'autre, ça représentait bien finalement ce que je voulais donner comme image à mon rhum. Vous disiez que le rhum, ça fait voyager. Quel imaginaire, vous avez envie de transmettre ? D'abord, je suis toujours ravi quand j'ai de nouveaux consommateurs qui viennent goûter mes rhums et qui sont surpris. D'abord de découvrir qu'effectivement, on ne fait pas des rhums qu'à Cuba ou en Martinique. Et puis de découvrir des nouveaux arômes. Donc moi ce que j'ai envie c'est ça, c'est cette notion de découverte, d'aller au-devant du monde. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est que les gens ouvrent leur esprit et puis à travers mes rhums se disent tiens, qu'est-ce que c'est que la Thaïlande, qu'est-ce que c'est que l'Indonésie, qu'est-ce qu'on y fait du rhum, et deviennent un peu plus curieux sur le monde dans lequel ils vivent. Je retrouve dans ces rhums finalement ces saveurs asiatiques. Et puis encore une fois, ce que je retrouve dans ces rhums, c'est cette envie de liberté, cette envie d'aller voir d'autres choses, des choses différentes. Voilà, ce que je retrouve, c'est ça, c'est cette envie de voyager et de découvrir le monde. Le voyage, c'est le maître mot de tout ce qui fait Naga. Parce que si les spiritueux viennent d'une terre, ils proviennent tout aussi fortement d'une culture. Empreints de tradition orientale, les rhums de Naga sont profondément asiatiques. Dans la manière dont ils sont distillés, fermentés, vieillis, dans la manière dont on les pense, dont on les imagine. Parce que comme le dit Sébastien Follop, le but premier de Naga, c'est d'inviter à l'évasion. Et quand on déguste un rhum Naga, on peut effectivement voir passer ces dragons rouges qui protègent les civilisations orientales depuis des millénaires. Ce reportage a été produit par la Maison du Gars, réalisé par le studio Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques du Gars Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les rhums Naga chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.